Bonjour à tous et toutes. Cette partie constitue des mises en situation reliées à l'ensemble, en fait, l'ensemble ou chacun des cours de situations à risque. Donc, elles vont évoluer, elles vont être mélangées, si on veut. Elles ressemblent davantage à ce que vous auriez retrouvé un peu sous forme de vignette, alors que les quelques exercices que je vous ai faits pouvaient être hybrides. Donc, je vais procéder de la même manière. Je vais procéder à regarder chacune des mises en situation avec vous et les commenter. J'espère que ça peut être aidant pour vous et plus signifiant que de simplement lire ou écouter les différentes vidéos que je vous ai présentées. Donc, pour ce faire, encore une fois, on va partager mon écran. Donc, et on va aller chercher ici. On commence à être habitué un petit peu au concept. Et on va le mettre un peu sous forme de diaporama. Donc, des mises en situation, on l'a vu, hein, chute, maltraitance, contention ou encore dépression. Donc, ici, on a Madame Hernandez, qui est âgée de 88 ans. Elle est atteinte de troubles neurocognitifs majeurs de la maladie d'Alzheimer. Elle est résidente au manoir L'Oubliette. Elle présente occasionnellement des difficultés à saisir le sens des questions ainsi qu'à s'exprimer clairement. En ce sens, elle cherche ses mots. Elle se plaint d'ailleurs aussi qu'elle n'a pas sa mémoire d'autrefois et qu'elle a de la difficulté à se concentrer, à dormir. Vous notez d'ailleurs que les plaintes somatiques reviennent régulièrement. Quant aux plaintes reliées au sommeil, vous notez que cela se présente de manière quotidienne. Lorsque vous lui demandez si elle pleure souvent ou se sent dépressive, elle vous indique que non, elle ne pleure pas et n'est pas dépressive, même si elle a peu de visites de qualité avec ses proches. Donc, les deux questions ici sont: devriez-vous procéder à une évaluation plus approfondie de la situation de Mme Hernandez et justifier votre réponse à l'aide de 4 éléments présents dans la vignette SIO. Donc, ici, on répond à la question 1. C'est en fait oui, il faudrait poursuivre avec une évaluation de l'état dépressif. Et la réponse à la question 2, c'est que dans le présent cas, on peut relever des plaintes concernant sa mémoire, des plaintes aussi concernant sa concentration, en plus des plaintes somatiques, là, voire quotidiennes en lien avec son sommeil. Elle ne dort pas. Donc, c'est quand même des bons indicateurs de la dépression. Si on poursuit. Madame Hernandez, toujours 88 ans, hein, le jour suivant, la nouvelle infirmière auxiliaire demande à vous rencontrer d'un air sérieux et préoccupé, et ce, avant votre pause. Vous prenez soin de la rencontrer dans un local discret, seul à seul. Elle vous mentionne que le PAB qui s'occupe de Mme Hernandez a menacé de ne pas lui donner ni dessert ni collation si elle ne mange pas plus rapidement ses repas ou lors des repas. Elle ajoute que ce n'est pas la première fois et que c'est toujours sur un ton de voix élevé et il augmente davantage si celle-ci ne comprend pas les dites consignes. Vous lui signifiez que vous serez à l'affût de la situation et vous prenez en charge cette dernière. Au cours de la journée, vous entrez dans sa chambre et vous surprenez une conversation où le préposé crie après Mme Hernandez afin de la hâter à se rendre aux toilettes. Question 1. Nommez les facteurs prédisposants ou précipitants reliés à la situation. 2. Question 2. Quelle intervention dite prioritaire devez-vous exécuter quant à la violence verbale si vous mentionnez? Question 3. Spécifiez le type de maltraitance quant à la menace SIO. Donc, la question 1, on avait les facteurs. Donc, il y a l'âge, la vulnérabilité physique. Hein, elle est quand même dépendante de certains soins. Elle a un trouble neurocognitif majeur qui est un facteur prédisposant. On l'a dit, dépendante de ses soins, dans ses AVQ aussi. Elle a de la difficulté à s'exprimer.
elle vit un certain isolement parce qu'elle a peu de visites, entre autres. Et là, ici, ce qu'on a, c'est qu'il y a un personnel aussi non attentionné, voire violent, et ça rentre dans les facteurs précipitants. Si on regarde maintenant la question 2, ce qu'il faut faire, en fait, c'est mettre à l'abri la victime. On va demander au préposé, entre autres, de se retirer. On va rencontrer d'abord, seule à seule, Madame Hernandez pour savoir un peu comment qu'elle vit ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Aller collecter nos données. OK? Et ensuite de ça, on va vérifier sa version, on va faire la collecte, on l'a dit, l'examen clinique, donc physique, pour voir aussi s'il y a des signes de violence physique. On va vérifier si la patiente veut porter plainte. Si oui, mais on poursuit l'enquête. Par la suite, on va rencontrer aussi seul à seul notre préposé. On va lui demander sa version. Au besoin, bien, ça se peut qu'on ait besoin de confronter, notamment c'est facile quand on a été témoin, mais sinon, rapporter, mais il faut faire attention quand même à la façon de le faire. Puis guider vers des ressources si la personne en a besoin pour l'aider, le programme d'aide aux employés ou autres. Ça dépend aussi si le comportement est un peu relié à sa personnalité ou c'est un moment éprouvant de fatigue ou quelque raison que ce soit. Donc, on va rediriger la personne vers la ressource au dossier. Vous avez vu dans le cours, je vous ai donné un exemple précis. Il y a d'autres éléments de démarche, mais ici, c'était davantage les actions prioritaires à entreprendre. Si on poursuit, question 3, oui, le type de maltraitance, il y a du psychologique, mais il y a également du verbal. Psychologique, hein, on a vu qu'il faisait des menaces et tout ça, puis il y a des propos aussi quand même violents. Si on poursuit, donc vendredi soir, Mme Hernandez reçoit un visiteur. On vous apprend que c'est son fils aîné et qu'il vient rarement. Ce dernier semble avoir une mallette avec des documents légaux. Ceci vous intrigue, puis vous envisagez de commencer la tournée dans l'aile de cette dernière, car vous vous avez comme une curieuse impression. À votre arrivée au seuil de la porte, cette dernière est fermée, puis une chaise bloque la porte. Vous entendez une voix forte parlant espagnol. Vous n'arrivez pas à bien saisir, mais Mme Hernandez semble désemparée. Ce dernier s'apprêtait à lui faire signer des papiers pour modifier les prestataires de son assurance-vie. Vous voyez également un vieux carnet de chèques dont un est disposé face à elle. Elle a un stylo à la main. De quel type de maltraitance s'agit-il et que faites-vous? Donc, si on poursuit, c'est la maltraitance matérielle ou dite financière. D'ailleurs, c'est la forme la plus répandue, c'est-à-dire 30 à 40 des cas, souvent, c'est fait aussi par des proches. À la question 2, bien, c'est sûr que habituellement, j'essaie de vous faire discuter, on échange, on réfléchit en lien avec cette situation-là, puis la fréquence dans laquelle ça peut arriver quand même, parce que c'est la plus répandue. Mais si on regarde juste la mise en situation, dans l'immédiat, on essaie d'intervenir en précisant à monsieur qu'il n'est pas autorisé à faire signer quoi que ce soit à madame. Puis au besoin, bien, on va demander à le rencontrer lui ou tout simplement lui demander de quitter, surtout s'il n'est pas collaboratif. On peut même demander à un agent de sécurité qui peut le conduire jusqu'à la sortie du manoir si la situation l'exige. Puis naturellement, on va faire nos observations. On va faire aussi une évaluation spécifique quant aux aspects financiers. On va aviser l'équipe interdisciplinaire, dont la travailleuse sociale, et le répondant ou la répondante de Mme Hernandez au besoin. Naturellement, on va faire nos notes au dossier, puis on va déclarer. On va indiquer au besoin des indications PSTI ou encore dans le PTI, puis dans les plans de travail. Maintenant, on a affaire à Mme Picard. Mme Picard, elle a 84 ans, est résidente du manoir Dupuis depuis 5 mois et demi. Elle souffre de démence de type frontotemporal sévère. Il lui arrive de tenir des propos indécents, de hurler, de mordre ou de frapper. Bien qu'elle présente une bonne faiblesse au niveau de ses jambes et des pertes d'équilibre, elle cherche constamment à se lever seule.
vous effectuez un dépistage d'hypotension orthostatique. Les résultats de la pression artérielle couchée sont 130 sur 70, une fréquence cardiaque à 82 et par la suite, la PA debout à 1 minute, 106 sur 70 et une fréquence cardiaque à 86. Puis par la suite, la PA debout, après 3 minutes, ça remonte à 126 sur 78 avec une fréquence cardiaque de 88. Cet après-midi, le PAB vient vous voir et vous annonce qu'on vient de la retrouver au sol sur le dos près de sa marchette. Elle répond bien, ne présente aucune douleur. Elle n'a pas de changement de comportement. Ses signes vitaux correspondent à sa tendance, c'est-à-dire à sa normalité. Premièrement, la première question, c'est nommer les facteurs de risque de chute que vous voyez dans cette situation-là. Et deuxièmement, la question est, quelle autre évaluation devriez-vous effectuer pour compléter l'examen clinique post-chute de Mme Picard? Donc, si on poursuit en lien avec la question 1, on a nos fameux facteurs de risque ici. Et à la question 2, donc, on a la suite de l'examen qu'on devrait faire. Donc, par rapport aux facteurs de risque qui sont là, naturellement, il y a son âge. Il y a le trouble neurocognitif qui est là, c'est une démence de type frontotemporal. Il y a l'hypotension orthostatique qui est positive. Hein, si vous faites bien la différence entre le moment assis et le moment debout après 1 minute, il y a vraiment une baisse, du moins pour la systolique, de plus de 20 mm de mercure. Elle est quand même assez téméraire puisqu'elle cherche à se lever seule, en plus d'avoir une faiblesse au niveau des jambes. Puis, elle présente quand même une certaine agitation verbale et physique de type agressif parce qu'elle crie, elle hurle, elle mord et elle frappe. Elle a des problèmes de mobilité, si on en a parlé. Donc, là, c'est sûr que ce qu'on va regarder, entre autres, les changements dans son état général, l'évaluation des éléments posturaux, les signes neuraux, hein, parce que si on soupçonne qu'il y a un impact crânien, on s'assure de prendre les signes neuraux, son examen physique, y compris la peau, les téguments et tout ça, la vérification de la mobilité et on pourrait en ajouter quelques autres. Maintenant, Madame Lemieux, 87 ans, donc suite à une décision de l'équipe interdisciplinaire, vous devez réviser le PTI de Madame Lemieux, 87 ans. Plusieurs méthodes alternatives ont été tentées, mais s'avèrent inefficaces. Aucun membre de la famille n'était présent lors de la dite réunion. La décision résulte en l'utilisation de la ceinture boucle antidéclenchant sur fauteuil roulant. Le nouveau constat de risque de chute est élevé. Donc, ce qui est important, on se rappelle que la ceinture boucle antidéclenchant sur un fauteuil roulant, en fait, c'est une mesure de contrôle. Donc, qui peut prescrire ce type de contention-là? Les prescripteurs, on se souvient que c'était un élément qui était ciblé comme étant important. Puis, afin de s'assurer d'appliquer légalement cette contention, est-ce qu'il manque un ou des éléments? Puis, si oui, les préciser. Puis, votre centre ne dispose pas actuellement d'outils spécifiques quant aux soins ou éléments de surveillance en ce qui a trait à l'usage des contentions. Vous devez donc vous assurer d'inscrire le tout dans les directives infirmières de votre PTI, nommez-les. Donc, si on regarde notre fameuse question 1, on rappelle que c'est une activité réservée et il y a 4 professionnels, dont l'infirmière, le médecin, mais également l'ergo et le physiothérapeute. Puis, à noter que suite à une réunion interdisciplinaire, souvent le médecin va prescrire la dite contention. Donc, il n'est pas indiqué dans la mise en situation que la vie de la personne ou de son entourage est menacée, ce qui était un des éléments, des conditions qui faisaient en sorte qu'on pouvait justifier la présence de la contention. Donc, ça serait vraiment à vérifier. Et on n'a pas du tout parlé du consentement de la famille à l'application de la dite contention. On a également dit qu'il faut que ce consentement-là soit libre ou éclairé ou qu'il soit fait par la personne qui est son représentant légal. Donc, si on arrive ici pour les soins et surveillance, vous les aviez de présenter
au complet aussi. C'est juste que s'il n'y a pas de protocole en place qu'on inclut directement, on a notre constat, oui, mais les directives, à ce moment-là, il faut s'assurer que ces éléments-là sont là. Dans certains milieux, je vous l'ai montré, il y a la grande feuille, ça comprend ces éléments-là en question. Mais en sachant qu'il n'y a pas ça, vous devriez les écrire dans les directives. C'est-à-dire, assurer une surveillance minimale de l'état de la contention selon la condition clinique de la personne et le protocole établi dans l'établissement, minimal à chaque heure, directive plan de travail au PAB, surveiller régulièrement les signes vitaux, ça dépend, c'est applicable dans votre CHSLD, c'est à valider. Des fois, il y a vraiment des moments précis, puis des fois, c'est un peu plus fréquent au début de la mise et par la suite, ça devient comme plus dans la norme. Celle-là peut vraiment varier. Vérifiez vraiment avec votre établissement. Si on poursuit, évaluer l'état de la personne, donc évaluer l'état mental à chaque quart de travail par l'infirmière. C'est l'infirmière qui évalue. Retirer la contention 5 minutes ou plus aux 2 heures selon le type de contention, directive, plan de travail ou préposé. Amener régulièrement à la toilette. Il en va de soi qu'il faut combler les besoins de base. Et donc, préciser, par exemple, avant chaque repas ou d'établir vraiment un horaire très précis. Ça en va au plan de travail des préposés. Faire marcher la personne, préciser la fréquence ou le moment ou encore la distance, directive au plan de travail des préposés. Assurer la mobilité des membres. Hydrater la personne. OK, exemple, donner un verre X millilitres entre chaque repas ou plus de précision, toujours au plan de travail des préposés, mais ça pourrait être à l'auxiliaire aussi s'il y en a au moment de la médication. Vérifier l'état de bien-être de la personne chaque 2 heures. Ça peut être davantage, mais c'est un minimum. Maintenir une relation avec la personne, s'adresser personnellement à Mme Picard à chaque 2 heures, directive plan de travail préposé, réévaluer la pertinence de la contention à chaque quart de travail, ça c'est par l'infirmière, ça constitue une évaluation. Naturellement, dans certains cas, ça va être redéfini en rencontre interdisciplinaire, mais ça incombe notamment à l'infirmière. Donc, Mme Poliquin, 85 ans, est admise au manoir du Rocher pour perte d'autonomie. Elle souffre d'insuffisance cardiaque gauche. Elle manifeste des plaintes somatiques fréquemment et se plaint quant à sa mémoire et sa perte d'énergie de façon répétitive les derniers jours. Vous envisagez approfondir votre évaluation de l'état dépressif de Mme Poliquin. Vous hésitez à choisir l'instrument d'évaluation. 1, vous avez le choix entre 2 échelles de mesure, soit l'échelle de Cornell et l'échelle de dépression gériatrique. Laquelle choisirez-vous et justifiez votre choix? Donc, parmi les réponses, attendez un tout petit peu. Donc, parmi les réponses, c'est l'échelle de dépression gériatrique ou EDG, parce que Mme Poliquin est admise pour une perte d'autonomie. Elle ne présente pas de troubles neurocognitifs ni aucune altération de sa fonction cognitive. Il n'y avait aucune information en lien avec ça dans la mise en situation. L'échelle de Cornell, ou l'échelle d'évaluation des démences, de dépression des démences, est utilisée chez les personnes présentant des démences ou atteintes à la fonction cognitive. Maintenant, Mme Drapeau, 82 ans, réside à la résidence Beau Séjour depuis 9 mois et demi. Elle a peu de visiteurs, hormis sa nièce qui est venue le 23 décembre. Elle souffre de démence frontale sévère et présente de plus en plus de difficultés à consommer ses repas de manière autonome. Elle est constipée depuis 1 mois. Il lui arrive de crier des noms aux membres du personnel en les traitant de bons à rien ou de chiens sales. Malgré sa perte de mobilité, elle tente de se lever seule constamment. Vous notez d'ailleurs une chute il y a 2 semaines. Vous décidez de vérifier ses signes vitaux en effectuant le dépistage d'hypotension orthostatique. Ce dernier s'avère positif.
Nommez maintenant les facteurs qui indiquent le risque de chute chez Madame Drapeau. Je suis sûre que vous commencez à devenir des pros là-dedans. Là. Ça fait quand même plusieurs que je vous présente. Donc, ici, on a l'âge, la démence frontale avec des déficits cognitifs chez Madame Drapeau, la chute antérieure il y a 2 semaines, l'hypotension orthostatique, la témérité et le problème de mobilité, l'agitation et le trouble d'élimination, la constipation, en fait, depuis 1 mois. Donc, vous souhaitez évaluer la situation de manière plus approfondie, c'est-à-dire, bon, vous avez une évaluation vraiment à aborder, il va falloir indiquer laquelle. Puis, quelles mesures choisirez-vous de façon à mettre en place afin, je déparle, je m'excuse, quelles mesures choisirez-vous de mettre en place afin d'assurer la sécurité de Madame Drapeau? Donc, on va documenter la chute antérieure, on peut installer un matelas sonore, on peut utiliser la diversion, écouter de la musique lors des périodes d'agitation. C'est sûr que là, il y a des éléments qui sont mentionnés, mais on aurait pu aller voir dans son histoire biographique ou son histoire de vie pour voir ce qui était pertinent chez elle comme approche à utiliser. Aviser les préposés de procéder étape par étape pour les lever. Là, ici, ça aurait dû être pas un œuf, mais voyons, une parenthèse. Donc, attendre 1 minute pour la faire circuler lors du lever du lit, mais ça aurait pu être étape par étape, vraiment, en y allant doucement, en élevant la tête de lit au préalable, etc. Inscrire Madame au programme de marche, s'assurer qu'elle ait des chaussures antidérapantes, puis instaurer un protocole d'hypotension orthostatique. Ce sont certains exemples. Vous auriez peut-être pu en ajouter, là, mais au niveau des mesures préventives, bien, on va regarder ce qui concerne les chutes antérieures, la témérité, les déficits, l'agitation, l'hypotension orthostatique, les problèmes de mobilité, la constipation, puis la démence frontale avec déficit cognitif. Je pense qu'il me manque un haut à frontal. Donc, Madame Drapeau, vous venez de prendre en charge, il y a 3 jours, Madame Drapeau. Madame Drapeau, elle a 82 ans. L'agitation de cette dernière s'amplifie. Elle donne davantage de coups, dont des coups de poing aux préposés aux bénéficiaires notamment. Le gériatre de garde a prescrit un antipsychotique. Vous prenez soin de vérifier au PTI les plans de travail et les notes au dossier. Vous n'y voyez rien de particulier en termes d'intervention. Vous révisez votre FADM et vous vous questionnez quant à cette introduction. Vous effectuez des recherches dans votre Deglin. En fait, nommez 2 symptômes extra-pyramidaux reliés à la prise d'antipsychotiques pour lesquels vous devez effectuer des surveillances et décrivez-les brièvement. Puis une réflexion vous anime, puis vous vous demandez si l'usage de ce médicament n'est pas tout à fait approprié ou s'il ne serait pas peut-être trop précipité. Indiquez la raison. Si on regarde ici, donc là, on parlait des symptômes extra-pyramidaux. Donc, vous avez les indications ici. C'est possible que vous ne les connaissiez pas, donc je les ai indiquées au long. Donc, il y a acathésie, dyskinésie tardive, parkinsonisme et dystonie. Dans l'acathésie, c'est l'incapacité à tenir en place, la nervosité, mouvement involontaire des jambes, besoin impérieux de bouger. La dyskinésie tardive, c'est une perturbation des mouvements de la langue, de la mâchoire, des mouvements involontaires perturbés. Quant au parkinsonisme, bien là, vous avez eu le cours, je crois, oui, vous avez eu le cours sur le parkinsonisme. Donc, rigidité des membres, modification de la démarche et de la posture, tremblement, de la kinésie, donc A pour absence comme de mouvement, kinésie pour mouvement, et parakinésie, donc les défauts de coordination des mouvements volontaires. La dystonie, qui se décrit un peu comme la raideur ou une posture rigide ou encore des spasmes musculaires.
Pour ce qui est de la question 2, on peut dire qu'il existe de nombreuses solutions alternatives et aucune n'a été tentée, instaurée ni documentée. Madame Poitras, 87 ans, est hospitalisée pour un problème de rétention urinaire depuis 24 heures. Ce matin, vous remarquez qu'elle est alerte et coopérative aux soins d'hygiène. Au dîner, vous notez toutefois que Mme Poitras ne porte pas attention à vos propos et qu'elle s'endort pendant que vous conversez avec elle. Elle s'éveille lorsque vous haussez la voix, répond aux ordres simples suite à plusieurs essais en bougeant les membres très lentement. Sa force motrice est adéquate et égale pour ses membres supérieurs, puis ses membres inférieurs. Ses pupilles réagissent normalement, tant au niveau de la dimension que de la réactivité. Ses signes vitaux sont pression artérielle 137 sur 77 mm de mercure, fréquence cardiaque de 76 battements par minute, régulier, fréquence respiratoire de 16 par minute, régulier, abdominale. La température est de 36,4 buccale, Celsius buccal. 1 heure après le dîner, Mme Poitras circule dans le corridor avec sa fille Lucie. Lucie vous confirme que sa mère va beaucoup mieux que lors de la période du dîner. En fin de PM, Mme Poitras présente de nouveau les signes cliniques du dîner. Signes neuro plus signes vitaux sont sensiblement les mêmes. Sa sonde a drainé 550 ml d'urine jaune paille de 8h à 14h50. Maintenant, avec ces manifestations-là, quelles seraient vos hypothèses quant à la fluctuation des signes cliniques présentés par Mme Poitras? Là, je suis un petit peu comique. Je pense que ça, c'est une question plus extra. Mais il faut être vigilant par rapport à ça. Donc, énoncez votre intervention prioritaire suite à l'évaluation clinique de Mme Poitras. Donc, ici, c'est pour ça que je vous disais, ce n'est pas nécessairement dans les situations à risque, mais c'est quand même un problème potentiel. Donc, s'il s'agissait de délirium hypoactif, et donc, vous les aviez un petit peu ici, là, mais et vous avez là, la première étape à faire, c'est d'aviser le médecin. Mais ça, c'est ma collègue Nicole qui vous enseigne cela. Donc, Mme Poitras, le lendemain, en fin d'après-midi, la préposée vous informe que le voisin de chambre, M. Sanson, s'est plaint du comportement de Mme Poitras. Celle-ci aurait fouillé dans ses effets personnels, puis ce matin, il l'a retrouvée endormie dans son lit. La préposée vous indique qu'elle vient d'installer Mme Poitras au fauteuil gériatrique et qu'elle a mis une tablette afin d'éviter qu'elle aille fouiller dans les tiroirs et la garde-robe de M. Sanson. Quelle directive transmettrez-vous à la préposée aux bénéficiaires et justifiée? Donc, ça rentre dans le cours situation à risque. Et donc, on va lui demander de retirer la tablette. Pourquoi? Parce que c'est une mesure de contrôle. Ça l'empêche la liberté des mouvements. Il faudrait plutôt trouver des mesures alternatives à cette fameuse tablette-là. Donc, on l'a dit, la tablette considérée comme une contention. La contention n'est pas requise. Les comportements de Mme Poitras ne mettent pas sa vie ni celle de M. Sanson ou d'autres personnes en danger. On se rappelle, c'est une des conditions. Puis Mme Poitras fait de l'errance, mais ne présente pas de danger pour elle-même ni pour les autres. Il est essentiel de retirer la tablette puisque celle-ci empêche Mme Gagné de se mouvoir librement. La tablette constitue une mesure de contrôle, une contention. Je pense que je vous l'ai tellement répété que vous ne pouvez pas manquer ce genre de questions. Maintenant, M. Bourbon, 67 ans, a dû être transféré au centre hospitalier car il présente un premier épisode de psychose depuis 2 jours. Il est actuellement 7h30 et M. Bourbon vient d'entamer son déjeuner. Il se lève hâtivement, ferme la radio, la salle à manger sans se préoccuper de personne. Il s'assoit, prend sa cuillère, la dépose, prend sa fourchette, puis la dépose, puis reprend à nouveau sa cuillère. Il prend une bouchée de rôti, puis il se lève rapidement et marche jusqu'au fond du vivoire. De retour à la salle à dîner, il rebrousse chemin. Il finit par s'asseoir à vos côtés,
nerveusement, il dit « Fais quelque chose, donne-moi un calmant, bout de vierge. » Avec l'aide de votre guide des médicaments, quel médicament pouvez-vous lui offrir selon sa FADM? Bon, ce qu'elle comprend, c'est le Diprexa, le Seroquel, l'Ativan, le Cogentin. Je vous laisse lire les posologies, les voies d'administration et autres. Mais là, ici, on sait que c'est BID à 6 heures. Ici, on sait que c'est PRN 2 fois par jour. Ici, c'est chaque 30 minutes fois 3 doses PRN, max 3 doses par 24 heures. Et il y a le Cogentin, qui est un comprimé Péros PRN BID, pardon. Donc, dans la situation actuelle, c'est le Cogentin parce qu'il réduit les effets secondaires de la médication. L'olanzapine, pardon, ou l'antipsychotique pour réduire l'acathésie ou la bougeotte. Donc, c'est son indication. Dans cette mise en situation, les manifestations cliniques de M. Bourbon s'apparentent davantage à des symptômes extrapyramidaux plus qu'à de l'anxiété ou de l'agitation. L'acathésie est le symptôme le plus fréquent des symptômes extrapyramidaux. Il est réversible et se présente sous forme de pulsion, de vouloir bouger ou d'un malaise significatif de demeurer immobile en place. L'administration d'un médicament là, antiparkinsonien tel le Cogentin est reconnue comme un traitement efficace pour contrer les effets secondaires extrapyramidaux sur les mouvements occasionnés par les médicaments antipsychotiques. Donc, M. Bourbon, 67 ans toujours, il arrive 3 jours plus tard, puis suite à la visite de sa conjointe, M. Bourbon est quelque peu agité. Il affirme que sa conjointe, Lucille, insiste pour qu'il finalise son testament et règle des affaires au sujet des enfants. Il ajoute, elle ne comprend pas qu'en ce moment, je suis plus capable de prendre toute cette pression et de faire ces choses-là. Nommé 2 interventions à privilégier auprès de M. Bourbon. Donc, au niveau des interventions non pharmacologiques qui sont pertinentes pour réduire son anxiété, c'est de le faire verbaliser davantage sur la situation, de regarder aussi quels sont les sentiments ou les ressentis ou encore les émotions qui émergent. Naturellement, de faire une écoute active. Puis, on pourrait regarder avec lui s'il y a des techniques de relaxation qui pourraient l'intéresser, faire du sens pour lui. Donc, je vous laisserai lire la suite de cela. Et c'est terminé. Donc, j'ai eu l'opportunité de vous présenter. Il y en a quelques-unes qui étaient moins associées aux situations à risque, mais des fois, la situation découle et il faut que j'ai un motif. Le délirium en était un pour en venir à l'aspect soit du risque de chute ou de la contention. Donc, espérant que ceci a été plus utile, qui vous a permis d'avoir des mises en situation concrètes qui ressemblent peut-être un petit peu plus à des stages. Et de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas à m'écrire vos questions, soit par Mio ou bien via le forum Léa. Fait que sur ce, bonne fin de journée.